On a déjà un petit élément de contexte qui vient d'être posé dans ces deux interventions liminaires. Un mot avec vous, Renaud Pert, vous présidez les journées du réseau depuis le réseau depuis cet été. Dans quel contexte s'inscrivent ces 5e journées qui font le plein? On voit ça prend. Alors, d'abord, permettez-moi, à la suite évidemment de Madame l'adjointe et de Monsieur le président de la métropole, Bruno Bernard, de vous souhaiter aussi quand même, puisque je suis aussi un des locaux de l'étape, de vous souhaiter la bienvenue. C'est pour nous quand même un immense motif et de fierté que d'accueillir près de 400 visiteurs et personnes mobilisées sur la question du bail réel solidaire, là où nous avons, mais ça a déjà été très clairement dit, engagé une action extrêmement volontariste en matière de bail réel solidaire. C'était le cas avec un OFS qui s'appelle Hors-Sol, qui doit être représenté dans la salle, mais ça a pris évidemment aussi une nouvelle ampleur avec la constitution de la foncière solidaire du Grand Lyon. Les chiffres ont été annoncés par le président de la métropole, mais on aura l'occasion probablement d'en redire quelques mots pour rappeler quand même, et puis vous avez des visites, ce qu'est la réalité du bail réel solidaire. En fait, vous êtes même au cœur d'un quartier qui se transforme par le bail réel solidaire, c'est-à-dire qui est très présent dans ce quartier de la confluence. Bien, vous m'interrogez sur le contexte de nos journées, et effectivement, le contexte, vous le savez, n'est pas bon, et je crois que nous savons que nous sommes face à deux crises. Une crise conjoncturelle, et une crise structurelle qu'il ne faut pas oublier, hein, la seconde. C'est-à-dire que si on en reste simplement à un élément de conjoncture majeur, hein, pour un bon nombre d'habitants, d'habitantes évidemment, d'acteurs économiques, de bailleurs sociaux, quel que soit leur statut, si nous en restons à cette crise conjoncturelle, alors nous passerons à côté de toutes les promesses qu'engage le bail réel solidaire. Crise conjoncturelle, elle est bien connue aujourd'hui. C'est à la fois une crise sans doute de l'offre, mais c'est beaucoup une crise de la demande, du fait même de l'absence de commercialisation et des taux d'intérêt et d'absence d'acquéreurs, d'une certaine manière. Donc on est dans une situation que nous connaissons très bien d'ailleurs sur le territoire de Lyon, du foncier qui a été acheté trop cher, des coûts de construction qui flambent sur le territoire de la métropole de Lyon. On estime à peu près plus 40% entre 2020 et 2023. Donc c'est ça la réalité quand même. Et puis des promoteurs notamment, parce que la production de logements social ne se fait que très peu en maîtrise d'ouvrage direct. On peut le regretter, c'est un vrai débat qu'on a par ailleurs les uns les autres. Des promoteurs qui n'arrivent plus à commercialiser. Donc on a cette crise-là, et donc une des questions qu'on va se poser pendant ces journées, c'est de se dire, est-ce que le BRS est une solution? Alors je dis tout de suite une, parce que si jamais on retenait comme conclusion de nos journées que c'est la solution, ce serait totalement fictif et totalement trompeur et ne correspondrait sans doute pas à nos capacités d'action. Mais néanmoins, on sait qu'on a aussi dans cette crise conjoncturelle la nécessité peut-être de faire plus de logements en bail réel solidaire, et qu'on a là une solution intéressante. Et puis il y a une crise structurelle quand même, parce que tout n'est pas né en 2022-2023. Enfin, très clairement, nous avons des zones tendues, nous avons bon nombre de Françaises et de Français qui n'arrivent pas à se loger, et ça date certainement pas de 2023. C'est une crise durable. Le logement représente une part des budgets des familles croissante, et on a des familles qui sont dans une situation d'endettement par le logement, qui sont dans des situations même d'exclusion par le logement, ce qui est l'inverse de tout ce qu'on porte les uns les autres. Donc on a cette situation quand même majeure. Bon, on va avoir l'occasion d'interpeller quand même le ministre, même s'il n'est pas là. Je pense que évidemment le message lui sera adressé. Mais très clairement, oui, on peut regretter quand même l'absence de conclusion à un Conseil national de la refondation qui a eu une vertu, c'est de produire l'unanimité dans le secteur du logement, parce qu'on était quand même entre élus, bailleurs, aménageurs, promoteurs, propriétaires, assez consensuels quand même,
au moins sur une chose, il nous faut une vraie politique du logement. Et il faut rompre avec quand même la démarche qui a été engagée depuis 2017. Donc, cette crise structurelle, à mon avis, elle est double. Elle amène quand même à l'idée qu'on ne pourra plus penser nos politiques foncières de la même manière dans les années qui viennent. Et donc, qu'avant même une loi de décentralisation du logement, même si je l'appelle de mes voeux, surtout si elle concerne les autorités organisatrices de l'habitat, non mais ça c'est une boutade par rapport au statut de la métropole de Lyon, mais avant même une loi de décentralisation, ce qui nous manque cruellement, c'est une loi sur le foncier. Et d'ailleurs, le bail réel solidaire contribue par son usage, par sa réalité, à une politique foncière. Donc on a la nécessité, et c'est probablement la force du bail réel solidaire, même intellectuellement, de commencer à poser la question que le foncier peut être un bien commun. Modestement, tout doucement, mais on fait progresser quand même cette idée, et donc on est en train quand même de commencer à se dire, bah voyez, en fait, dans ce pays, il y a une vraie question, c'est qu'on a défendu le droit de propriété, et c'est tout à fait normal, mais une vision restrictive du droit de propriété. Mais aujourd'hui, il y a un droit qui quand même entrave une liberté, la liberté de pouvoir habiter, de pouvoir se loger. Sofia Popov citait l'abbé Pierre, et c'est vrai que le film qui sort, mais pas simplement le film, il y aura aussi les 70 ans de l'appel l'année prochaine, nous rappelle quand même que la crise du logement n'a pas attendu 2023 pour exister et que cette question est majeure. Donc ce droit au logement, ce droit fondamental, il doit être défendu, il passe par une politique foncière et il faudra quand même qu'on ait cette dimension-là. Puis le deuxième élément, et vraiment j'arrête là parce que je sens que je suis déjà beaucoup trop bavard, c'est évidemment la question de la rénovation. Le président de la métropole le dit dans sa courte vidéo, mais il le dit fortement. Oui, nous avons besoin de passer par une politique de rénovation. Et je crois que nous avions fait des propositions dans le Conseil national de la refondation en disant que une des situations problématiques des années qui viennent, mais probablement des décennies qui viennent, c'est comment on transforme l'existant. Comment, précisément, on lutte à la fois contre la précarité énergétique, comment on adapte le logement à la transition écologique, comment on améliore le confort des habitants et des habitantes, sans retirer des biens du marché, j'ai envie de dire. Et donc là, il y a un moment où il faut penser à toutes les solutions pour éviter de retirer des biens. Et je crois que le bail réel solidaire fait partie, encore une fois, ça n'est pas la seule solution, mais fait partie des solutions possibles. C'est justement ce qui va être abordé tout au long de ces 2 journées. Alors voilà, donc ces 2 journées, elles ont un programme très chargé. D'abord, elles prennent la suite. Je crois que c'est toujours quand même important de rappeler, cher Stanislas, que tout cela est né à Lille et qu'il faut rappeler quand même le rôle d'ailleurs des premières journées, avant même que le réseau n'existe, des premières journées de Lille, mais je pense aussi au rôle de Rennes et à mon prédécesseur à la présidence du réseau, à Honoré Puil. Je pense évidemment aux journées d'Anglet, aux journées de Paris. Donc il y a déjà des débats qui ont été posés que nous allons poursuivre. Très clairement, oui, il faut se poser la question de la loi SRU. Alors surtout pas, attention, parce que là on touche un sujet épineux. Bien sûr que c'est une très grande satisfaction que le BRS soit comptabilisé dans le décompte SRU. Mais il faudra quand même se poser des questions de savoir ce que nous attendons d'une loi SRU. Est-ce que c'est une production de logements très sociaux? Nous manquons dans ce pays de PLAI. Jamais vous entendrez le réseau dire on arrête de décompter le PLAI. Il faut que les communes atteignent un niveau de PLAI. Par contre, il faut bien voir que certaines, en situation de carence, sont réticentes à produire du BRS. Eh bien, je crois qu'on va faire des propositions et on va essayer d'avancer sur ce terrain. On va parler de la fiscalité évidemment du BRS. Oui, il manque de demandeurs. On ne peut pas se satisfaire d'un prêt à taux zéro qui simplement serait restreint à un certain nombre de nos territoires et en plus serait simplement à la première acquisition. Il y a un vrai enjeu quand même dans le BRS, c'est la revente. Donc nous on défend un mot d'ordre très clairement, et il y aura une session consacrée à cela, c'est un prêt à taux zéro BRS, quelle que soit l'acquisition, première, deuxième, troisième, quatrième, il faut un PTZ associé au BRS, on sait faire ça dans ce pays, c'est quand même pas précisément un obstacle considérable, donc j'espère que nous avancerons sur ce point-là. Il y a la question aussi de la fiscalité de nos OFS. Écoutez, on a une mission d'intérêt général, de service public, donc peut-être qu'il faut quand même enfin avancer et se demander s'il est
possible encore de continuer avec l'épée de Damoclès de l'impôt sur les sociétés affectant les OFS. Donc nous ferons des propositions, nous aurons des échanges sur le sujet. Il y a évidemment la vente HLM, parce qu'il faut quand même le rappeler, ce réseau il est constitué d'OFS qui ont des statuts divers, c'est évidemment les OFS de collectivités, les OFS coopératives, les OFS liés aux EPF, c'est les OFS aussi des bailleurs sociaux. Et donc on a une vraie question sur la vente HLM en BRS. Bon nombre d'élus de collectivités y sont très attachés. Faut-il encore que ça permette d'amener aussi des ressources aux bailleurs sociaux? Donc il y a aussi en la matière des efforts à faire. Il y aura évidemment la revente, je l'ai dit, et puis la nécessité quand même, allez, c'est très laid comme terme, d'éléments de langage. Mais on sent bien qu'on a quand même besoin encore de pédagogie. Ne nous trompons pas, oui c'est un produit, et même ce terme, il faut le prendre avec précaution, qui se développe sur l'ensemble de notre territoire. Mais quand même, il faut encore expliquer aux acquéreurs la nécessité, ce qu'est ce montage, ce à quoi il correspond. Il faut encore faire preuve de pédagogie parce que c'est ça aussi qui fera avancer, et j'en finis par là, la cause politique justement, de penser le foncier comme un bien commun. Il y a aussi les visites, vous n'en avez pas dit un mot, mais ces journées, c'est aussi l'occasion. Je remercie. Excusez-moi, j'ai coupé les applaudissements, désolé. Et je lui suis éternellement reconnaissant. Il est de Lyon peut-être, non? Comment? Il est de Lyon peut-être, non? Peut-être pas. Je pose l'hypothèse. Je pense que c'est un admirateur de longue date et qui a attendu ces journées pour venir. Non, il y aura effectivement des visites. Et donc des visites qui vont vous permettre de parcourir l'ensemble de la métropole. On y a tenu. Hein, c'est important. Tout ne se passe pas, même si c'est évidemment un lieu important sur Lyon et Villeurbanne, mais la force là, dans ces dernières années, c'est qu'on a réussi à embarquer avec nous des communes de l'ouest lyonnais, de l'est lyonnais. C'est la métropole qui s'est convertie au bail réel solidaire. Merci beaucoup Renaud Père. Vous le rappeliez, ces journées... Et il applaudit encore. Il applaudit encore. Hein. Ces journées s'inscrivent dans une continuité. Ce sont les 5e, je le disais tout à l'heure. Stanislas Dandiavel, vous êtes vice-président du réseau. Ces journées, c'est aussi l'occasion de fédérer l'ensemble des membres du réseau autour de valeurs. C'est un réseau qui se constitue autour de valeurs. Ce n'est pas juste des gens qui font la même chose. Oui, en effet, bon, je pense que Renaud Père rappelait cette idée du bien commun autour du logement, autour de l'habitat. Et effectivement, le réseau foncier solidaire France, avant même qu'il existe, lors des premières journées de Lille en 2018, a imaginé une charte d'orientation qui aujourd'hui fait partie effectivement des statuts de l'association Foncier Solidaire France, voilà, dont le premier président était Honoré Puil, je ne sais pas s'il est parmi nous, et dont Renaud Père assure aujourd'hui la présidence. En deux mots, ce qui nous anime, c'est de permettre de créer des logements durablement abordables par la dissociation du foncier et du bâti. Alors concrètement, toujours utile de le redire, je pense, c'est que les murs du logement appartiennent à l'acquéreur, alors que le terrain sur lequel il se situe est un bien commun. Il est loué à l'organisme de foncier solidaire pour une somme modique. Le coût du logement, ainsi acheté, est 50% inférieur, voire plus, à celui d'un logement classique de même qualité. Il s'agit aussi de logements durablement abordables par la combinaison de deux principes que nous portons et auxquels nous sommes attachés. D'une part, on s'adresse à des ménages sous conditions de ressources, et d'autre part, on crée un parc de logements non spéculatifs dans la durée grâce à cette innovation véritable qui est celle du bail réel solidaire, un bail réel solidaire rechargeable. Alors, dans plusieurs de nos territoires, le modèle OFS a également vocation à se substituer aux aides qu'apportait jusqu'alors la collectivité à l'accession abordable. Plusieurs collectivités vont même plus loin en intégrant des objectifs de production d'OFS complémentaires à ceux du logement locatif social dans leur PLH, dans leur dossier de réalisation de ZAC, c'est le cas ici
à Confluence, où nous sommes, et dans les servitudes de mixité sociale de leurs plans locaux d'urbanisme. On retrouve ça à Lille, on retrouve ça à Rennes, on retrouve ça, je pense, peut-être à Lyon, on retrouve ça dans le plus de Paris, on retrouve ça aussi dans l'ensemble des territoires, et ça c'est aussi des choses extrêmement importantes qui vont encourager la production en BRS. Alors nos valeurs, ce sont aussi la représentation équilibrée entre les différentes formes d'OFS, des différentes familles et statuts qu'ils prennent, qu'ils soient issus de collectivités locales, d'établissements publics fonciers ou d'organismes HLM, dont les coopératives et Christian Chevet, qui représente comme vice-président, je dirais, cette famille HLM est l'une des composantes, effectivement, à laquelle nous sommes attachés, toutes les composantes. Ces valeurs, ce sont enfin les orientations que nous partageons. Favoriser, et on le fera aujourd'hui, les échanges d'expériences entre les OFS, mutualiser nos pratiques en y associant les différents acteurs intéressés par la promotion du logement durablement abordable, avancer de façon pragmatique pour permettre de mettre en œuvre des solutions opérationnelles qui facilitent l'émergence concrète de projets s'appuyant sur le mécanisme associant OFS-BRS, être force de proposition pour garantir un environnement réglementaire, juridique et financier solide et pérenne pour le déploiement de projets en OFS et BRS. Et nous aurons l'occasion d'y revenir lors de ces journées. J'y reviendrai aussi également. On a parlé de la deuxième revente, du fait aussi qu'on est dans un mécanisme de logement durablement abordable. Et il ne faudrait pas que les personnes qui réachètent un BRS, après que les premiers aient bénéficié d'un certain niveau d'accompagnement, ne puissent pas en bénéficier. Et ça, on va en reparler aujourd'hui. Un réseau qui construit des ponts avec les autres champs de l'habitat, comme l'habitat participatif, l'habitat adapté, l'habitat coopératif et le logement social plus largement. Et un réseau ouvert à tous, favorisant le partage des expressions entre les OFS d'une part, quel que soit leur type et leur niveau d'avancement, et d'autre part les acteurs du logement abordable au sens large. Dans cette charte d'orientation et les valeurs qu'il porte, nous nous en réjouissons. L'État s'est engagé à nous accompagner durablement dans une position de facilitateur pour le développement du réseau. Mais nous accompagner durablement, c'est aussi d'autres attentes de mobilisation de l'État que nous aurons l'occasion de rappeler, qui ont été rappelées par Renaud Père à l'instant. Merci aussi. Vous parliez de faire le pont entre les différents organismes. Le réseau Foncier Solidaire France est lui-même membre d'un réseau européen. Oui, tout à fait. Donc je souhaite aussi effectivement mentionner que le réseau est actif pour une reconnaissance européenne de ce modèle que nous partageons avec les Community Land Trust, les CLT. Nous y avons travaillé ces dernières années dans le cadre d'un programme européen qui s'appelait Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities. Et après plusieurs conférences majeures qui sont tenues à Lille, à Londres, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, le réseau européen s'est constitué le 13 novembre dernier. Il s'appelle European Community Network Land Trust. Alors son objectif, quel est-il ? C'est soutenir l'émergence et le développement des Community Land Trust à travers l'Europe afin qu'ils soient reconnus comme un modèle de développement foncier durable du point de vue sociétal et environnemental, permettant la création et le maintien de logements et d'autres fonctions dans l'intérêt collectif, mais aussi porter un message à toutes les échelles, du local à celle de l'Europe, face à la crise du logement abordable. Alors, membre fondateur de ce réseau européen, l'OFS de la métropole lilloise, il porte la voix du modèle français qui rejoint précisément des valeurs constitutives de notre réseau Foncier Solidaire France et du modèle OFS à la française comme l'une des réponses prolongeant l'impératif de produire plus de logements sociaux face à cette crise du logement abordable. Alors les Community Land Trust, et c'est dans les valeurs européennes, cette fois-ci, qui réunissent ce réseau, sont définies comme des organisations sans but lucratif qui développent ou gèrent des logements abordables pour les ménages à revenus modestes ou moyens, ainsi que d'autres infrastructures qui contribuent au bien commun. On revient sur cette notion. Ils sont garants à long terme que ces biens restent abordables et accessibles pour toujours.
Donc ça aussi, c'est une dimension extrêmement importante du modèle BRS. Ce qui m'amène, pour conclure mon propos, à rappeler ce point de vigilance soulevé à l'instant par Renaud, très opérationnel et qui va être évoqué lors de nos journées de Lyon. Alors que les premières reventes de BRS arrivent, nos OFS doivent être très attentifs à la revente et à ce qui s'impose aux acquéreurs. Il faut veiller, bien sûr, sur la base de l'intérêt général, au respect dans le temps des principes de non-spéculation et d'abordabilité, mais c'est aussi la nécessité de trouver les leviers pour assouplir les conditions à la deuxième revente, puis à la troisième revente, dont les contraintes sont aujourd'hui plus fortes qu'à la constitution du premier BRS, par exemple la fiscalité, par exemple dans les territoires qui en bénéficient, l'accès au prêt à taux zéro, mais c'est aussi un sujet plus général. En résumé, garantir dans le temps le développement respectueux des principes du BRS et des valeurs que porte ce modèle, en rejetant toute dérive vers une spéculation foncière ou une banalisation du dispositif. Merci, c'est effectivement de tout ça dont on parlera. Il y a un atelier BRS revente qui se tient dans cette salle même tout à l'heure. Les autres ateliers sont des salles qui vous seront indiquées. On parlait typologie, diversité des organismes fonciers solidaires. Christian Chevet, l'année dernière, à ces mêmes journées à Paris, on relevait 110 organismes fonciers solidaires agréés. Signe de l'engouement pour le BRS, ce nombre a encore grandi. À combien d'OFS aujourd'hui en est-on? Et de quel type sont ces organismes? Puisqu'on le voit bien, ils peuvent avoir différents statuts. Oui, donc toujours en forte progression. Je ne sais pas si on va voir le slide qui accompagne mon propos. Donc on avait 110 OFS agréés aux journées 2022 et on est à 165. Où allons-nous nous arrêter? On est quelques-uns à dire peut-être qu'à un moment, il faut qu'on se calme un peu, parce qu'il ne s'agit pas non plus de créer un tissu où on serait dans une affreuse concurrence entre nous pour faire monter notamment les prix du foncier. 165, c'est les agréments régionaux. Si on compte juste le nombre d'organismes, on est un tout petit peu en deçà. Voilà, 138. Mais c'est déjà beaucoup. Alors après, beaucoup, oui et non. Il doit exister 600 ou 700 organismes HLM. Donc vous voyez que le chemin est encore long pour arriver au même nombre. Donc ce qui est intéressant quand même de noter, c'est la diversité des statuts. Alors Stanislas, tu l'as un petit peu abordé en disant qu'on était une famille composite, Renaud l'a dit aussi. Évidemment, il y a des collectivités locales qui ont une place importante. Et puis, il y a aussi le monde HLM, le monde des EPF. Il y a l'économie sociale et solidaire qui est présente et qui est moteur aussi du réseau. Et je pense qu'il faut le rappeler à chaque fois. Tu as rappelé les valeurs qui sont celles de l'économie sociale et solidaire aussi. On s'y retrouve totalement. Et donc, c'est très bien, je veux dire, cette cohabitation nous permet aussi d'avancer et de progresser, n'est-ce pas, en partageant des valeurs et en étant finalement très proche dans les démarches, même avec des modèles économiques quelquefois totalement différents. Mais ça marche, ça fonctionne. Donc les diversités des statuts, donc évidemment 83 organismes HLM agréés, donc qui n'ont pas créé de structure ad hoc OFS, qui ont juste un agrément dans leur structure. Ça s'est permis depuis la loi Elan, ce n'était pas possible au tout début. Sur ces 83 organismes HLM OFS, après on verra les adhérents après, donc c'est quand même une part importante. Alors, tous ne sont pas actifs, je tiens à le dire, parce qu'on va demander l'agrément. Alors, peut-être que les services de l'État devraient aussi exiger peut-être qu'il y ait un vrai projet derrière de production de BRS. Mais en tout cas, donc, il y a beaucoup d'organismes agréés qui sont pas forcément dans une culture d'accession sociale à la propriété, parce que l'accession sociale à la propriété, c'est aussi un vrai métier. Je veux dire, on ne peut pas, du jour au lendemain, quand on est bailleur social, devenir un promoteur social. C'est un autre métier. On a évidemment les COP HLM qui sont très présentes à travers des SKIC, SAS, mais pas seulement des COP HLM, parce qu'il y a aussi la métropole de Lyon, je crois, qui va l'OFS de la métropole de Lyon, qui est une SKIC aussi. Donc il y a une diversité aussi des statuts juridiques.
On a des GIP, on a des associations, il y a aussi les EPF, hein, bien sûr, qui sont représentés, dont certains en Savoie, en Vendée, au Pays Basque, bien sûr. Une régie, une SEM, une fondation d'entreprise. On voit pas trop de promoteurs quand même, hein, aujourd'hui. C'est bien de le souligner que, non, où sont les promoteurs? Peut-être que c'est pas très intéressant financièrement, finalement, de porter un OFS, parce que on est vraiment dans un système non marchand, non lucratif, et il faut le rappeler. D'ailleurs, c'est l'esprit de la loi, hein. Un OFS est non lucratif, pas vocation à faire des résultats. Ce qui n'empêche pas quand même que, enfin, je prends moi le cas de l'OFS que je préside, la coopérative foncière, on est assujetti à l'impôt sur les sociétés, hein, qu'on paye, bien sûr. Alors bon, c'est un débat ouvert, comme on l'a dit. Après, on peut peut-être regarder le slide suivant, nos adhérents. Donc, 138 OFS agréés, 73 OFS adhérents, hein, ce qui est quand même significatif. Bon, il y a encore un peu de chemin à faire, hein, Renaud, hein. Il y a encore des démarches à engager pour avoir un peu plus d'OFS présents. Alors, je dirais quand même qu'il y a beaucoup d'organismes HLM qui ont demandé l'agrément qui ne sont pas adhérents, hein, de notre réseau. Alors, ils sont adhérents au sein de l'USH, l'Union HLM, hein, bien sûr. Nous, on les connaît, on les retrouve parce qu'on a 2 casquettes pour certains d'entre nous, enfin quasiment tous. On est et HLM et OFS et dans le réseau. Et je crois qu'on a seulement 28 sur les 83 qui sont adhérents, hein, du réseau. Par contre, quasiment toutes les SIC sont adhérentes, hein. Comme les GIP, les EPF sont tous adhérents. Donc il y a quand même notre réseau est vraiment représentatif, hein, des OFS. Et surtout, vous parliez tout à l'heure des organismes qui n'étaient pas tous actifs. Le réseau, lui, fédère la quasi-totalité de ses membres sont actifs et produisent effectivement du BRS. Voilà, tous ceux qui sont actifs, qui ont une véritable activité, sont à 98%, je dirais, dans notre tour de table. Ouais, les 2%, ils vont venir. C'est en cours, on va dire ça. 98%. Merci beaucoup, Christian. Christophe Suchel, vous êtes le représentant de l'administration. Vous avez bien compris qu'il vous revient de faire le pont entre ces journées et le ministre. Renaud Père s'est tourné clairement vers vous. Vous allez aussi nous dire ce que l'administration observe de l'activité des OFS, notamment sur l'année 2022. On a vu un certain nombre d'organismes non actifs, des typologies très différentes. Qu'est-ce que l'administration observe du tissu et de ce qu'elle produit effectivement ? Bonjour d'abord à tous. Donc j'ai vu dans les propos introductifs qu'il y avait un message fort qui a été passé au ministre, hein. Donc évidemment, je trouve que le réseau est dans son rôle, et ça a été depuis le début le cas, de faire des propositions pour faire avancer le dispositif. Je pense que le fait que la ministre n'ait pas pu participer à ces journées, il ne faut pas en conclure un désintérêt de sa part pour le dispositif, au contraire. Et donc je tiens également à rappeler que le ministère a de longue date accompagner et le dispositif et le réseau des organismes de foncier solidaire. Je me souviens d'ailleurs avoir été moi-même dans le bureau à l'époque, c'est Audrey Likenheld, avec les représentants du réseau, à l'époque où vous avez mis sur la table les premiers éléments de structuration du réseau. Donc cet accompagnement est historique de la part du ministère, et il me semble que, enfin, à la fois au travers des différentes lois qui se sont succédées, hein, depuis la loi Allure en 2014, la loi Élan en 2018 et la loi 3DS en 2022, le ministère n'a pas ménagé ses efforts pour que le dispositif puisse croître et puisse aussi pouvoir se déployer au maximum dans les territoires. Et je passe aussi toutes les avancées qui ont été faites, hein, aussi grâce à vous, évidemment, hein, c'est un partenariat au travers des lois de finances, avec un dispositif fiscal qui effectivement est sans doute incomplet aujourd'hui, et je crois que les travaux que vous allez faire dans le cadre de ces journées vont aboutir à des propositions, mais malgré tout, qui ont amené à des avancées fortes, hein, que je ne vais pas rappeler ici, mais voilà, et dont on connaît tous les tenants et les aboutissants. Je préférais faire ce petit mot d'introduction. Alors effectivement, pour revenir un petit peu sur l'état des lieux, il se trouve que dans le cadre
l'encadrement du dispositif. Vous savez tous que les OFS sont tenus de faire des rapports d'activité annuels et que nous, au niveau de l'administration, évidemment, ça ne sert pas à caler les armoires, ça sert à avoir une photographie de l'évolution de ce dispositif avec une volonté du gouvernement qui est effectivement de pouvoir accompagner et donc de voir comment, dans les territoires, les BRS émergent. Alors, les grands chiffres sur le nombre d'OFS ont été rappelés. On pourra peut-être revenir sur la question que vous évoquez d'une concurrence ou en tout cas d'une régulation de ces OFS. Donc nous, la photographie qu'on a, c'est l'état des lieux fin 2022. Donc un bilan qui va être publié incessamment, qui est une photographie sur laquelle il ne faut pas tirer des conclusions définitives, puisqu'on est sur un état des lieux de un peu plus de 1000 logements en BRS, qui est somme toute assez, on va dire, limité en nombre, mais avec une évolution dont je tiens à rappeler qu'on multiplie par 3 le nombre de logements en BRS année après année. Donc si on continue sur cette pente, d'ici 2 ans, on aura de l'ordre de 10 000 logements. Donc voilà, on est sur une phase vraiment d'ascension très très forte du parc de logements en BRS. Alors, il y a des choses très intéressantes dans la photographie qu'on va publier, et puis d'autres choses qui soulèvent des questions. La première des choses, c'est en termes de production proprement dit, on a plus de 90% des logements en BRS qui sont des T2, T3, T4, donc je dirais la plage intermédiaire en termes d'offres de logement, alors que près de 50% des ménages sont des ménages à une personne. Donc ça interroge quand même sur la production du type de logement en BRS et l'affectation de ces logements à des ménages. Donc je dirais pour nous, on n'en tire absolument pas de conclusion, mais je pense que c'est une voie d'attention pour l'avenir sur l'adéquation en fait en termes de volume entre les logements d'un côté et les ménages de l'autre. Il y a évidemment de gros points de satisfaction dans cette photographie. Le principal, c'est sans doute le parcours résidentiel des ménages. 79%, disons 80% des ménages qui occupent le BRS sont des ménages issus du parc locatif. Donc on a bien là un élément qui me semble vraiment important et je dirais c'est un indicateur de réussite en fait du dispositif. On a des ménages qui étaient locataires, qui deviennent propriétaires de droit réel, dans les conditions que vous avez rappelées évidemment, avec en gros 50% qui viennent du parc privé et puis un peu plus de 30% du parc public. Donc on a vraiment ce parcours résidentiel qui s'ébauche au travers de cette offre de BRS, avec une question sans doute du point de vue, on va dire, du parc locatif. Est-ce que véritablement, au sein, par exemple, des patrimoines des bailleurs, il va y avoir ce parcours résidentiel un peu organisé entre les locataires du parc social et les futurs acquéreurs de droit réel du BRS, avec une forme de fluidité en fait de l'occupation. Donc ça, c'est un point sur lequel il va falloir qu'on travaille dans l'avenir. Et puis peut-être un point d'intention. Est-ce que vider le parc locatif privé, c'est pas aussi créer un peu de vacances ? Donc là, c'est quel est l'impact territorial en fait du BRS. Bon, voilà, c'est quelques questions. Encore une fois, cette photographie de 2022 donne plutôt des pistes pour l'avenir. Autre point de grosse satisfaction, c'est qu'au travers de cette photographie 2022, on constate que l'offre de BRS répond à l'objectif. C'est-à-dire qu'on s'adresse vraiment à des ménages modestes. On a notamment, alors on n'a pas une vision suffisamment large pour avoir des statistiques sur l'ensemble des zones tendues, mais sur les zones B et C, on a près de 40% des ménages qui sont en dessous des plafonds de ressources qui sont permis par le dispositif. Donc en fait, on a les OFS qui se sont emparés de ce dispositif. Il nous semble qu'ils ont eu cette vision en fait de pouvoir proposer de l'accession sociale à des ménages qui en ont besoin, y compris à ceux qui ont des ressources très modestes, avec donc du coup en contraposé, si je puis dire, un modèle économique avec un effort public important qui permettent en fait à ces ménages de pouvoir acquérir ces droits réels.
Donc là, c'est un point, moi, je trouve assez positif de cette photographie de 2022 et qu'il va falloir évidemment conforter dans l'avenir. En termes de redevances, alors on a des redevances qui sont payées à l'OFS qui restent extrêmement maîtrisées. On a une valeur moyenne de 1 € par mètre carré et donc un montant, une charge mensuelle des ménages qui reste inférieure à 100 €. Voilà, donc pour l'instant, je dirais là aussi, sur cette photographie 2022, ce qu'on constate, c'est vraiment conforme aux objectifs qui a été fixé. Et puis, voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire. Donc sur les, peut-être juste, peut-être pour conclure, et pas, je me rends pas compte du temps, mais bon. Sur cette question des agréments. Donc, bon, on est, vous le savez, suite à la loi 3DS et à l'ordonnance du 8 février 2022, en train de travailler sur les décrets d'application, donc essentiellement d'ailleurs pour permettre aux OFS de pouvoir proposer des surfaces en activité, en complément et à titre subsidiaire des surfaces de logement, mais à cette occasion-là, on a essayé de renforcer, dans le cadre de la loi, qui, d'ailleurs je le rappelle au passage, le dispositif OFS, il est venu du territoire, il est venu en fait de vous, en quelque sorte, et avec une volonté d'être pas trop régulateur, si je peux m'exprimer comme ça, laisser la liberté en fait au territoire. Là, il se trouve, au travers de quelques réactions, que on commence à se poser des questions de la concurrence, donc de la régulation. Le dispositif législatif offre assez peu de marge de manœuvre aujourd'hui en ce qui concerne ces régulations. Donc on a quand même essayé d'avancer à titre dans les projets de décret sur lesquels on travaille, sur deux aspects. La nécessité pour un OFS qui va être candidat à un agrément de pouvoir faire la preuve que ce qu'il va le proposer en termes de production répond à un besoin, un besoin cohérent avec la politique locale de l'habitat des territoires dans lesquels il va s'inscrire. Donc il y a une espèce de charge de la preuve qui va être demandée à l'OFS au moment de son agrément. Donc ça, c'est un premier élément, qui évidemment, on ne peut pas aller jusqu'à avoir une non-acceptation de l'agrément au regard d'un défaut d'articulation avec la politique locale, mais ça nécessite quand même que l'OFS puisse avoir cette démarche. Et le deuxième point qui me semble aussi intéressant, c'est qu'on va évidemment organiser l'avis du CR2H au travers des demandes d'agrément, ce qui permettra aux acteurs du logement d'avoir une visibilité sur les propositions et de pouvoir émettre un avis sur la cohérence entre ces nouveaux acteurs qui vont intervenir sur le territoire et les politiques locales qui sont celles des collectivités locales. Voilà, je ne veux pas être plus... Merci beaucoup. Christian Chevet, je vous redonne la parole parce que cette édition 2023, jusqu'ici, en ouverture, on présentait les résultats d'une enquête flash. Désormais, il n'y a plus d'enquête flash. En revanche, l'observatoire du réseau a été institué cette année et on en a les premiers résultats. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, oui, vous allez avoir des chiffres là qui vont être présentés tout de suite. Et c'est les premiers chiffres de notre observatoire, l'observatoire qu'on a conçu. Alors déjà, un grand merci vraiment à tous les OFS qui ont répondu, parce qu'on a lancé une enquête il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est juste avant l'été, et vraiment les OFS se sont mis au travail. Tout le monde a joué le jeu, c'est remarquable, donc félicitations à tous les OFS qui ont vraiment alimenté en statistique notre réseau. Il y a eu un groupe de travail spécifique créé au niveau du réseau qui s'est réuni 3 ou 4 fois durant l'été. L'ADHUP a été associé tout au long de nos travaux. On remercie aussi évidemment quand même l'État de nous avoir aidés et de nous avoir subventionnés pour la mise en place de cet observatoire. On remercie aussi notre prestataire Alexandre Coulombre qui doit être là, qui a fortement contribué à la qualité du résultat statistique qu'on va vous présenter maintenant. Donc vraiment un grand merci à tous. Tout le monde a joué le jeu. Donc je ne sais pas si... Voilà, donc après pourquoi un observatoire ? Bon, depuis notre création, on parle d'observatoire avec les services de l'État en disant que c'est nécessaire. Alors l'État a commencé de son côté à produire des statistiques qu'on alimente.
Et donc l'idée, c'est vraiment que cet observatoire soit un complément de la production des services de l'État. Hein. On est complémentaires et il faut qu'on ait vraiment un bon outil de pilotage qui permet de produire du BRS là où c'est nécessaire et pas là où on n'en a pas besoin, quoi. En gros, et puis surtout d'avoir un regard et un suivi dans la durée des prix pratiqués, du montant des redevances, et puis bien sûr du développement, hein, des produits. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la création de l'observatoire qui est en route. Donc c'est sa première année et on lui souhaite évidemment longue vie, et sachant que chaque année il devrait s'enrichir un petit peu plus, hein, au niveau des statistiques. Donc on peut rentrer peut-être dans les chiffres. Donc voilà, alors 50 OFS participants, hein, ce qui est quand même pas rien, hein, et 98% des OFS actifs. Hein, ça veut dire que quasiment tous ceux qui ont produit déjà du BRS, à 98% ont répondu à l'enquête et sont donc adhérents, hein, de notre réseau. Hein, donc c'est important. Ensuite, si on avance, donc ça veut dire que c'est significatif, hein, les chiffres qu'on va présenter de ce qui existe aujourd'hui. Donc là, c'est la dynamique de développement, les dynamiques de développement. Donc on voit qu'on est évidemment en phase, vous le soulignez tout à l'heure, hein, on est en phase ascendante. Bon, c'est un démarrage un peu diesel. En plus, bon, je rappelle quand même qu'on a traversé la crise Covid, que là, il y a quand même une crise de l'immobilier. Hein, on s'en est tous un petit peu aperçus, hein, notamment de la hausse des taux a fait un petit peu de mal. Mais malgré tout, on voit qu'on est sur une progression un peu exponentielle, hein, de la production de BRS, et c'est conforme un petit peu à la trajectoire qu'on s'était fixée. Donc 7063 logements en commercialisation quand même, hein, et 1858 livrés. Et on rajoute 7500 logements engagés. Non, alors il y a très peu de livrés, bien sûr. Et oui, bien sûr, c'est une vision prospective, là. Mais on retrouve bien ce que relevait Christophe Sichel de la DHUP sur l'évolution. On est vraiment en complément, hein, de la production de la DHUP. Hein, et on est sur la dynamique, hein, de production. Ensuite, donc là, on voit les dynamiques. Alors, sur la carte de gauche, ce sont les logements livrés. Hein. Donc on voit que les Rennais avaient pris beaucoup d'avance, hein, mais on va les rattraper. Hein. Les Rennais avaient pris beaucoup d'avance. L'Aquitaine, alors il y a aussi une forte activité au Pays Basque, hein, qu'il faut souligner, mais ça c'est historique. Hein. C'est historique. On remercie aussi les OFS pionniers, hein, qui ont aussi porté la Rhône-Alpes, hein, évidemment, je ne vais pas oublier Rhône-Alpes, et la région parisienne, et Lille, bien sûr. Mais on les retrouve, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve les OFS. Lille, c'était les premiers livrés. Absolument, avec le Pays Basque en 2020. Effectivement. Ça, vous serez toujours les premiers, on ne peut plus, voilà, ça vous est acquis à vie. Donc après, on voit en projet, et là, on voit que les dynamiques sont quand même... on voit quand même qu'on est autour des grandes métropoles, hein, que les grosses bulles, hein, ben, c'est l'Île-de-France, l'Aquitaine, Bordeaux, Pays Basque, le Rhône-Alpes, hein, PACA, la Bretagne, bien sûr, et on voit que le centre est absolument... c'est un désert. Hein. On voit la façade atlantique qui est fortement représentée, PACA, Méditerranée aussi, Rhône-Alpes, Île-de-France, évidemment on monte un petit peu, on monte jusqu'à Lille, hein, mais on voit quand même que la zone centre est quand même un peu déserte, hein, de ce point de vue-là. Mais enfin, c'est significatif. Ce qui est cohérent avec la logique de produits servant à répondre à une problématique foncière, voilà. Et le prix élevé du foncier, c'est assez cohérent de retrouver ces territoires. Donc ça veut dire qu'on intervient majoritairement quand même dans les zones tendues. Hein. C'est important de le souligner. Ensuite, les typologies. Alors, on a les programmes, donc qui sont à 93% du neuf. Hein, ça étonne personne, hein, bien sûr. Hein. On produit surtout des logements neufs aujourd'hui.
Même si on sait que le BRS permet d'intervenir sur beaucoup de sujets, dans l'habitat ancien, dans la rénovation, dans les copros en difficulté, sur la vente HLM aussi. Mais on voit quand même qu'aujourd'hui, le moteur, c'est la production neuve. Les maîtres d'ouvrage, alors là, il y a une diversité, même si le monde HLM est quand même fortement représenté, plus de 50% d'OLS, organismes de logements sociaux, qui sont maîtres d'ouvrage. Alors les OFS, j'imagine que c'est les OFS, oui, c'est les OFS en direct qui font de la maîtrise d'ouvrage. En général, beaucoup d'OFS passent par des opérateurs et ne sont pas forcément les maîtres d'ouvrage directs. Il y en a certains qui le font. 27% de promoteurs privés, puisque les OFS font travailler des promoteurs privés aussi, bien sûr. Et puis, il y a des copromotions privées sociales, où là, on est au début de quelque chose d'un peu nouveau, où on voit quand même qu'il y a pas mal de copromotions qui se font. Et tant mieux. Mais on note aujourd'hui 54% de maîtrise d'ouvrage HLM quand même. Commercialisateurs, on retrouve 60% HLM aussi, OLS, 15% des OFS en direct qui commercialisent, 17% promoteurs privés, 4% de commercialisateurs externes. Et sur les formes urbaines, on est majoritairement, bien sûr, en collectif, individuel, collectif et individuel. Bon, alors, on a eu quelques frissons avec l'évolution du PTZ qui serait plus donné pour les logements individuels à un moment, mais bon, le BRS est préservé de cette mesure, donc pour nous tout va bien jusque-là. Ensuite, on est sur l'économie des programmes. Alors, les origines du foncier. On voit que les fonciers sont apportés à 14% par les collectivités, 8% par les organismes HLM, qui ont aussi des fonciers. On ne dit jamais suffisamment, finalement, que les bailleurs sociaux ont des réserves foncières naturelles constituées au sein de leur programme. Et que là, il y a un gisement aussi qui mérite d'être exploité et qu'on exploite, notamment avec le BRS. Il y a beaucoup de fonciers apportés, bien sûr, par les promoteurs privés, un quart des projets. 0,5 l'État, quand même, des autres particuliers. Donc le foncier de l'État, on voit qu'il contribue un petit peu à la production. 20% les aménageurs et 14% des particuliers. Sur les financements... alors là, il faut savoir le lire. Vous voyez, si vous faites le total, au début, je ne comprenais pas le graphique en disant « mais ça ne fait pas 100% si on additionne tout ça ». Non, c'est 64% des opérations BRS ont obtenu un prêt Gaïa. C'est comme ça qu'il faut le lire. Et 31% des programmes ont eu des subventions. Voilà, d'accord. Banque privée un petit peu, Action Logement, 43% des programmes. Et les opérateurs, c'est les fonds propres apportés par les opérateurs, 48%. Voilà ce qu'on peut dire sur le financement. Et ensuite, le zonage. Alors, le zonage, on voit qu'il y a eu une petite évolution. Donc, je ne sais pas si on est au début de l'analyse. On voit qu'il y a un reclassement, 8% qui sont reclassés vers la zone A, 2% reclassés vers B1. Pardon. On a le nouveau zonage, en fait, qui favorise certains territoires, le Pays Basque, notamment, je crois que, je ne sais pas, peut-être du côté du Pays d'Aix, de Gex, je ne sais pas trop, je crois qu'ils ont... où ils étaient déjà classés en A, et puis il y a une partie de la façade atlantique aussi qui a été retraitée. Enfin, ça va dans le bon sens au niveau de l'évolution du zonage. Sachant qu'un nouveau zonage, une nouvelle révision du zonage est annoncée, puisque Elisabeth Borne à Dunkerque la semaine dernière a dit qu'il y aurait une deuxième repasse sur le zonage. On n'en connaît pas encore l'ampleur, mais vraisemblablement voilà, que ça va faire encore bouger. Le mouvement est déjà en route, voilà. Et c'est plutôt positif, il faut le dire. Enfin, si j'en écoute notamment nos amis du Pays Basque qui sont... quand même très satisfait de l'évolution qu'il y a eu sur le zonage. Alors ensuite, on regarde les prix. C'est intéressant aussi de voir que
les prix en zone A, B, C, A, c'est entre... alors, bas et haut, hein, je t'explique. On prend... je me suis fait expliquer ça par Alexandre Coulombre, hein, parce que c'est vraiment des statisticiens, il y a c'est des médians. Et donc, on prend 50%, la moitié des logements les plus bas, la moitié des logements les plus hauts, et puis on fait la moyenne et des plus bas et des plus hauts. Hein. Donc, on voit qu'on est sur des prix moyens en zone A et A bis entre 3000 et 3009 hein, pour le haut. Et B1, on est entre 2004 et 3000. Zone C, entre 1900 et 2005. 1900, comment est-ce possible, si on y arrive encore, et 2005. Voilà. Et au niveau national, on est sur une fourchette, donc 2005-3002. Et le montant de la redevance, hein, qui donne toujours beaucoup lieu à débat, hein, on voit qu'on est sur les zones A et bis entre 1 et 2,5. Alors, je rappelle quand même qu'on peut avoir des 1 parce que certains territoires de la zone A, il y a des collectivités qui ont une pratique de subventionnement importante hein, et qui permettent de maintenir, par exemple, si on prend, je parle de l'Île-de-France parce que c'est le territoire que je connais le mieux, si on va dans les Yvelines, enfin on me reprendra si je dis des bêtises, mais je crois que la redevance doit être plafonnée à 1 euro, je crois. À Paris, Paris intramuros, elle est plafonnée à 2,5. Donc on voit qu'il y a partout les territoires qui interviennent pour peser sur le montant de la redevance. Et donc l'écart entre le montant réel, qui serait plutôt en Île-de-France à 2,5-3, le montant réel, si on arrive à 1, c'est qu'il y a de la subvention hein, qui permettent d'arriver à 1. Zone B, B1 et B2, on est entre 0,8 et 1,47, et zone C entre 0,8 et 1,20, où là il n'y a pas des gros écarts, mais on voit que les redevances restent quand même relativement modérées, et même quand on est à 2, ça fait 130, 150 euros par mois. Hein. C'est tout à fait supportable quand même hein, dans le budget des ménages à qui on s'adresse. Voilà ce qu'on peut dire sur ces statistiques. Donc on voit qu'il y a quand même un progrès notable par rapport aux précédentes journées où on présentait des mêmes statistiques qui étaient quand même beaucoup moins riches. Donc encore un grand merci à ceux qui les ont réalisées. Merci. Et puis effectivement, cet observatoire permettra des comparatifs plus fins d'année en année et qui pourront aussi être mis en corrélation avec les évolutions réglementaires, de zonage et législatives à venir. Si on reste sur la question de la régulation, vous avez abordé à plusieurs reprises dans vos propos la question de la concurrence. C'est une question qui, depuis que je viens à ces journées, est abordée chaque année, qui se pose de fait quand on voit le développement du nombre d'organismes. Est-ce que le décret tel que Christophe Tuchel nous le présentait avec cette régulation, qui n'en est pas une, mais en tout cas peut-être une vérification a priori plus du bien fondé de l'organisme, en tout cas de son projet, le fait que ce n'est pas une coquille vide peut-être, et le fait que le CRHH soit amené à donner son avis, est-ce que c'est, selon vous, à même de répondre aux interrogations, aux inquiétudes qui peuvent parfois s'exprimer dans ces journées? Renaud Père? Oui, sans aucun doute. D'abord parce que les CRHH ont connu une évolution et donc ils sont aujourd'hui coprésidés par des collectivités territoriales. Donc il faut quand même le rappeler. Donc forcément ça permettra, et puis qu'il y a tous les acteurs avant toute chose, hein, donc ça permettra effectivement qu'il y ait ce débat collégial. Peut-être quand même, mais ce sera une des pistes de nos débats. Tout ne se joue pas sur l'agrément quand même. Il y a aussi quand même le rôle des collectivités, puisque ça a été vu ainsi, et ça s'est construit ainsi, comme vous l'avez très bien rappelé, et notamment des politiques publiques. C'est-à-dire qu'il y a des moments où aussi, et c'est bien ça, je crois, qui était la volonté, notamment dans la loi 3DS, d'avoir des autorités organisatrices de l'habitat, enfin je crois, puisque pour le moment, c'est en tout cas la seule réalité de ces autorités organisatrices de l'habitat, puisqu'elles n'ont pas de ressources liées. Donc, mais au moins, elles ont un rôle de chef de file en matière de politique de l'habitat. Et donc, probablement, de fixer un certain nombre de règles, de pratiques qui peuvent permettre quand même, moi je le vois sur notre territoire, il faut quand même bien le dire, de réguler. Et réguler, ça ne veut pas dire exclure des acteurs. Hein. Enfin, je crois qu'il
il faut entrer quand même dans la nuance. Lorsque vous avez une politique publique qui fixe effectivement une redevance ménage, mais qui fixe aussi des modalités effectivement de mise en œuvre de la politique en matière de bail réel solidaire, ça n'empêche pas des promoteurs d'y participer, des bailleurs sociaux et d'autres formes encore mais c'était très bien expliqué par les chiffres présentés par Christian. On a des origines du foncier qui sont diverses. Donc deux choses. Évidemment, c'est une bonne manière de faire. On n'a pas trop d'instances collégiales autres que ces CRHH qui ont encore plus pris, je le dis, avec la réforme, notamment par cette coprésidence, qui sont encore plus attentifs quand même au territoire. On n'a pas d'autres instances, donc c'est très bien, mais ça n'épuise pas toute la question. La concurrence, ce n'est pas la concurrence en soi qui est problématique, c'est si, évidemment, ça fait contribue encore à une forme d'inflation du foncier, puisque c'est bien ça quand même qui est la logique. Parce que si on rentre dans un débat de dire non à la concurrence ou oui à la concurrence, non, il faut toujours penser à ce que ça produit et ce que ça ne produit pas. Et donc peut-être au-delà du décret, est-ce qu'il y aurait des choses sur lesquelles vous êtes demandeur? Profitez-en, vous avez l'administration à côté, puisque le décret est en projet, il y a peut-être des choses qui peuvent être ajoutées. Peut-être juste préciser les choses. Aujourd'hui, le décret, il est à loi constante. Donc, en fait, ce que j'essayais d'exprimer, alors je l'ai peut-être dit maladroitement, c'est que la loi ne permet pas d'aller plus loin aujourd'hui, d'aller plus loin de ce qui est proposé aujourd'hui dans le décret. Donc, après, effectivement, il y aura sans doute des travaux dans le cadre des journées qui pourraient faire des propositions, mais du coup, probablement d'ordre législatif pour le coup. Le lien avec les questions de décentralisation, finalement, ouvre cette perspective-là. Enfin, bon, j'imagine que ce sera dans vos réflexions. Voilà, donc aujourd'hui on a les outils qu'on a et on essaye de faire au mieux avec les outils qu'on a, et encore une fois, évidemment le gouvernement et donc l'administration est très attentif aux propositions qui seront faites. Christian ? Ce qu'on peut juste souligner, bon, honnêtement moi je crains pas trop la concurrence entre OFS, même si on en parle. Je vois en Ile-de-France, on se connaît tous, on se parle, et on sait qu'il y a des territoires réservés, certains vont un petit peu partout, mais on est en complément, où on accompagne... les choses se passent plutôt bien. Hein, L'Île-de-France étant un territoire, une mosaïque de PCI, c'est un petit peu particulier par rapport à un territoire comme le Lyonnais, par exemple. Hein. Donc il faut aussi que les OFS s'adaptent en fonction des territoires sur lesquels ils ont une activité. Non, ce qui est plus gênant, je dirais, c'est que certains acteurs voudraient nous mettre en concurrence, hein, notamment sur le montant des charges foncières. Je pense à certains aménageurs où on dit « oh là là, attention », quelquefois même des aménageurs d'État, attention. Et donc il faut être très, très vigilant, je pense, par rapport à ça. Il ne faut surtout pas que les outils d'aménagement se mettent à faire jouer la concurrence auprès des acheteurs de foncier, notamment ceux qui sont des OFS. Et puis c'est vrai aussi pour des collectivités, hein. Il faut quand on fait des concours, charges foncières et autres, il ne faut pas nous mettre en concurrence. Je pense que là, il y a aussi des messages à faire passer. Mais bon, il y a évidemment la question de se dire, on voit bien quand même le gap qu'il y a entre OFS agréés et OFS producteurs. Donc ça, il faut quand même se poser la question à un moment, parce que ça n'a pas beaucoup de sens quand même. Et donc on peut même poser le débat, hein, de retirer l'agrément quand on est sur plusieurs années où on n'a pas vu un OFS produire quand même. Parce que, autrement, très honnêtement, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais, puisque vous disiez quelles sont nos attentes, alors on va les lister d'abord au fil de nos ateliers et donc on va avoir du temps. Mais on voit bien que ces rencontres, elles se placent à la croisée des chemins. On a eu évidemment le temps précurseur, le temps de l'installation, le temps précurseur avec Lille, le temps de l'installation, mais on a encore des éléments qui ne nous permettent pas, qui entravent la montée en puissance contrôlée. Hein. Moi, j'ai bien vu les propos et j'ai bien écouté évidemment les propos de Christian, mais la montée en puissance quand même du bail réel solidaire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même que la question de la fiscalité des OFS, il faut la poser, parce que si aujourd'hui, avec encore une activité limitée, ça passe, allez, je le dis comme ça, demain, ça ne sera pas possible. Donc, la question quand même de l'inscription des OFS dans le monde de SIEG, logement social, de ce service public finalement, d'intérêt général du logement social, oui, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat.
Et donc il faut quand même le poser. Il y a la question de la revente avec tout ce que ça pose. Il ne faut pas être inquiet, mais enfin quand même il faut sécuriser tout ça. Il faut quand même le dire. Et c'est là où on voit, c'est quand même bien au moment où on sera à la 2e ou à la 3e génération du bail réel solidaire qu'on pourra réellement dire qu'on a un produit de sécurité dans le logement, parce que c'est bien ça qu'on défend par son caractère quasi éternel, 99 ans, rechargeable à chaque bail de 99 ans. Donc ça veut dire qu'en fait on est quand même sur une durée qu'on aimerait connaître un peu plus en politique publique, d'une certaine manière. Là, c'est quasiment l'éternité, donc vous voyez à quel point c'est quand même presque vertigineux. Mais néanmoins, ça nécessite quand même des éléments de sécurisation. Oui, il y a quand même la question non pas la question de notre appartenance au logement social, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Il y a évidemment les conditions de ressources, le plafond, etc. Mais la question quand même de se dire comment, quand nous avons une commune carencée qui inverse la tendance, qui va produire du PLAI, mais qui dit attention, je ne peux pas produire du BRS parce que ça risque de dégrader ma carence si on ne se concentre pas sur le nombre de PLAI produits. Et donc on a une commune qui, face à des jeunes habitants, jeunes ménages qui veulent rester dans la commune, dit bah, moi je serais prêt à produire du BRS. Et quand elle fait ça, la commune, moi je le vois bien, elle ne fait pas que du BRS, elle fait du libre. Elle fait aussi du locatif social bien souvent, donc c'est quand même un élément d'appel. Nous, depuis 2020, moi dans ma discussion métropole de Lyon et les 59 communes, c'est bien souvent ça qu'on discute. Et on sait que le bail réel solidaire, ça attire, parce que pour plein de raisons d'ailleurs. Et donc il faut quand même se poser la question, surtout pas de la remise en cause de la loi SRU, jamais. En tout cas pas sous ma présidence, si je me permets, et je crois qu'on est totalement raccord de ce côté-là. Mais quand même, la question qu'il n'y ait pas d'entrave, surtout quand vous voyez quand même, et c'est ce que montraient les chiffres de Christian, c'est que, très clairement, vous voyez bien qu'on est rarement au taquet du plafond. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a bon nombre de nos territoires où les premiers signataires des baux, ils se situent plutôt dans la cible des logements de type PLUS. C'est quand même ça la réalité. Donc il faut quand même d'où notre observatoire qui est quand même extrêmement précieux. C'est cela qu'il faut qu'on arrive à discuter. Mais encore une fois, c'est comment on passe, de l'installation de notre réseau à une montée en puissance qui est appelée de nos voeux, mais des voeux de la plupart des acteurs du logement. Et puis, il faudra bien se poser la question de savoir si le BRS est une des réponses à la crise conjoncturelle. Et donc, quand on pense... et donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on arrive à faire? Et c'est aussi en cela qu'on interpelle l'État, parce que les collectivités ne pourront pas le faire seules. Qu'est-ce qu'on arrive à faire pour répondre à la question des passoires énergétiques? Est-ce que le bail réel solidaire est une solution? Mais je pose la question, est-ce que le bail réel solidaire, c'est une solution aux copros dégradés? On va avoir une loi sur les copropriétés, donc c'est peut-être le moment aussi où il faut poser ces questions. Là, on est quand même plutôt dans le conjoncturel quand même, et c'était pour ça que c'était les conclusions du Conseil national de la refondation, en appelant quand même à un coup de pouce, mais je crois qu'on en parlera dans la prochaine table ronde. C'est ce que j'allais dire, vous faites une parfaite transition avec la séquence qui va suivre, mais avant de vous libérer et de vous laisser rejoindre la salle, j'ai une dernière question pour vous, Christophe Suchel. Le gouvernement a annoncé un relèvement des plafonds de ressources, justement, à l'issue du CNR. On en est où? Et puisque ça doit passer aussi par un texte, quand? Et il va prévoir quoi? Alors, ça fait beaucoup de questions pour un sujet. Donc, effectivement, le CNR, ce que je disais tout à l'heure, a identifié le dispositif comme étant pas la martingale, mais l'un des leviers pour permettre le développement d'une offre de logement qui est vertueuse, on l'a dit, parce que c'est de l'accession sociale pérenne, donc dans la durée, éternelle, vertigineuse, comme vous me disiez. Mais c'est aussi un outil de maîtrise foncière. Et dans l'état actuel de la nécessité d'avoir une attention particulière en termes de sobriété foncière, ça devient crucial. Donc le CNR a identifié deux axes majeurs. Un axe qui nous concerne collectivement, qui est comment
Aujourd'hui, les villes et les métropoles peuvent encore plus que maintenant s'emparer du dispositif. Donc là, on a vu, enfin vous êtes les témoins du fait que c'est déjà le cas pour les métropoles là, que vous avez citées, Lille, Rennes, Nantes, Lyon évidemment. Bon, voilà, mais le gouvernement souhaite accompagner cette accélération-là. Et puis, deuxième point, ce que vous évoquiez, c'est le relèvement des plafonds. Alors, bon... c'est un sujet d'actualité qui est en discussion quotidienne entre notre administration, le ministère de la Transition écologique et du Logement, et l'administration de Bercy pour que le calage se fasse au bon niveau, avec d'une part une volonté affichée lors du CNR de pouvoir, on va dire, élargir l'accès au BRS, donc pouvoir faire évoluer à la hausse les plafonds, et d'autre part la nécessité malgré tout, compte tenu du fait qu'on est d'une part sur des BRS qui sont décomptés SRU, d'autre part sur un outil qui, centralise quand même un effort de financement public, fiscal notamment, mais pas uniquement. Hein, les communes et les collectivités sont des gros pourvoyeurs de subventions, à la fois en termes de foncier, on l'a vu tout à l'heure, mais également en termes de subventions. Donc il faut maintenir le caractère social du BRS. Donc voilà, le curseur est en train d'être calé, je ne peux rien vous annoncer, et ce sera sans doute annoncé par le ministre lui-même dans les prochains jours. Je pense d'ailleurs que l'objectif est plutôt la fin du mois de novembre. Voilà, et c'est pour... je suis désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais voilà. On a déjà un élément de calendrier, et c'est déjà pas mal. Parce que vous pouvez se demander quand est-ce que sortirait le texte. En tout cas, merci à vous pour cette première séance. Je vous invite à rejoindre la salle. Merci beaucoup. Ça a été beaucoup dit lors de cette première séquence. Le modèle de dissociation foncier bâti pouvait peut-être laisser sceptique à sa création, nombre d'observateurs. Les chiffres qui viennent de nous être dévoilés attestent évidemment de son développement et attestent de l'engouement, j'utiliserai même ce terme pour ce nouvel outil. Ça vient d'être dit, le BRS s'inscrit de plus en plus dans les politiques locales de l'habitat. Et face à la crise du logement, il peut même apparaître comme étant la solution miracle. On va voir tout de suite que c'est plus complexe que ça. Voir quelle est la place pour ce dispositif aux côtés des autres dispositifs publics et comment les différents opérateurs l'inscrivent dans leur action. C'est ce dont on va discuter tout de suite et j'appelle pour cela à me rejoindre sur cette scène Gérard Fournier-Bidos qui est président de la Foncière de Haute-Savoie, maire de Lévillard-sur-Thône, Xavier Lèvre, notaire 14 Pyramides et président de la commission Favoriser l'accès au logement qui a fait des propositions lors du 119e congrès des notaires. Imed Robana, directeur du comité ouvrier du logement, qui nous fait le plaisir de remplacer Arnaud Portier, directeur général de l'EPFL du Pays Basque, malheureusement retenu pour un problème d'avion et qui ne pourra pas être là. Merci Imed de venir. Allez-y, venez, installez-vous. Merci de le remplacer au débeauté. Et Cédric Van Stevendel, maire de Villeurbanne et copilote du groupe de travail numéro 1 du CNR Logement. On en a beaucoup parlé déjà ce matin. Cédric, je vous invite à me rejoindre sur scène. Merci beaucoup.